Alors nos intervenants, nous avons déjà Gilles Hériard-Dubreuil, qui est donc président et co-initiateur de ce courant pour l'écologie humaine. Gilles est chercheur indépendant, il est donc initiateur avec Tugdual et Pierre-Yves. Il est directeur de Mutadis, qui est un groupe de recherche et d'études sur la gouvernance des activités à risque et le développement durable. Il y a une chose que j'aime mentionner parce que je trouve ça assez extraordinaire. En fait, tu as notamment participé au projet Ethos qui visait à améliorer durablement les conditions de vie des habitants des territoires contaminés par Tchernobyl. Voilà. Et puis, Philippe Royer. Philippe Royer, vous êtes directeur général du groupe national coopératif Synergie depuis 2015, qui est à côté de Laval, et qui est leader du conseil en élevage du Grand Ouest. Et puis, alors, ça c'est une très belle histoire, donc je vous propose de poser des questions à Philippe hors table ronde, parce qu'il est propriétaire de la librairie Corneille-Fnac à Laval. Et Philippe, depuis mars 2018, vous êtes aussi président des EDC, qui sont les entrepreneurs et dirigeants créatifs. Nous allons définir ensemble ce qu'on appelle un territoire, et puis ce qu'on peut appeler un territoire vivant. Un jour, j'ai été invité par une de mes cousines, qui fait du cognac. Et elle m'a invité chez elle. C'est la première fois que j'allais dans un endroit qu'on appelle la Fine Champagne. Fine Champagne, vous voyez, on a déjà un peu l'eau à la bouche, n'est-ce pas? Et donc je me suis dit que ça doit être somptueux, c'est extraordinaire, etc. Je savais qu'elle avait une vieille maison. Donc j'ai fait le voyage, je suis allé voir. Et là, j'ai découvert un énorme tas de cailloux blancs, avec des vignes, effectivement. Puis alors, je suis allé la voir. Son mari adore les jardins. Difficile de faire un jardin dans un tas de cailloux blancs. Donc, il m'a félicité son jardin, ses tentatives de jardin, je devrais dire. Il a fait même amener de la terre, parce que c'est compliqué. Et je me suis rendu compte que cet endroit, c'est potentiellement un désert. Et en fait, progressivement, j'ai compris que la Fine Champagne, ce concept qui nous donne un peu l'eau à la bouche, eh bien, c'était le résultat de siècles d'interaction. Certains ont eu l'idée de planter de la vigne, qui s'est mis à pousser, parce que la vigne, elle est gentille, dans un tas de cailloux, elle pousse. Seulement, le vin n'était pas bon, pas terrible, le vin. Donc, on a distillé ce vin, il y a eu cette idée de distiller ce vin. Ça donnait un alcool, bon, un alcool, très bien, mais il y a eu ensuite, progressivement, encore une autre idée, c'est de mettre ça dans des barriques de Bordeaux, des vieilles barriques de Bordeaux, où il y avait du tanin, où il y avait toutes sortes de choses. Et de fil en aiguille, on a fait du cognac. Donc, je trouve que cet exemple est assez parlant, parce qu'il nous montre qu'un territoire, c'est une rencontre entre des humains créatifs, qui ont des affinités par rapport à un lieu, et un donné naturel. Et donc, on voit bien qu'un territoire, ce n'est pas seulement une géographie, ou une géologie, ou un climat, c'est une interaction séculaire avec des hommes, c'est-à-dire une communauté humaine. Pour moi, un territoire, c'est un espace qui se réémerveille de ses qualités naturelles, de son histoire, de son ADN, chose qu'on a beaucoup trop perdue, à mes yeux. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va pouvoir explorer, c'est un premier axe sur ça. Et effectivement, après, c'est une aventure humaine, c'est un collectif, voilà. Et un territoire vivant, dans le vivant, c'est la vie. La vie, ça naît, ça croît, ça meurt, et ça se renouvelle, et il y a d'autres cycles par rapport à ça. Et pourquoi on a peut-être des soucis avec les territoires vivants aujourd'hui? C'est peut-être qu'on a peur de la question de la mort. On y reviendra. Mais je pense que c'est aussi un autre axe qu'il faut aborder dans la notion des territoires vivants, c'est la vraie notion de la vie. Si vous vous réconciliez avec la vie, vous allez prendre conscience que forcément vous devez devenir créateur et acteur de quelque chose, et que ce qui vous est donné n'est pas que de conserver, voilà, ou de normaliser les choses. Donc dans le territoire vivant, il y a forcément la vie, et dès qu'il y a la vie, il y a l'homme, mais il y a aussi l'homme avec le tout est lié qui était évoqué. Et puis, comment on se resitue dans le monde qui est le monde qui était présenté initialement. Je pense que par rapport aux crises, il faut distinguer les crises en deux parties. Moi, je m'attache à distinguer les mutations et puis les malaises. On a parlé des mots MAUX, donc les malaises, les mots.
La question de tout est lié, c'est une question de systémie. C'est comment on l'aborde, dans quel sens on le prend, et comment on avance par rapport à ça. Après, il y a réellement des malaises. Il y a des maux du monde. Effectivement, moi j'entendais le terme mégalopole. Quand on arrive à regrouper au même endroit, c'est quand même la caricature du monde ultralibéral auquel on est arrivé, vous avez des mégalopoles dans lesquels vous mettez des déchets humains sur les déchets de la société de consommation, ça s'appelle des bidonvilles. Quand une société arrive à produire ça, ça veut dire qu'il ne va pas bien. Ça veut dire qu'il y a un problème. On peut pas dire que c'est pas grave. Alors, on peut pas dire qu'on peut continuer comme ça. Donc il va falloir qu'on arrive à renommer ce qui va pas bien, à pas être contre tout, parce que quand on est contre tout, finalement on devient intégriste et inaudible sur ça. Donc il faut retrouver le chemin médian et faire attention à un point majeur, c'est pour moi de ne pas penser que tout est foutu. Un territoire, c'est un monde ordonné par l'homme. C'est un lieu où l'homme construit un paysage aimable, où il peut vivre, où il coopère avec les autres humains, avec la nature, avec les animaux, avec le climat. Et de cette façon-là, il construit quelque chose qui est un milieu aimable et transmissible. Alors la question des déchets est assez intéressante. Moi-même, j'ai beaucoup travaillé sur la question des déchets radioactifs, qui était vraiment une question très compliquée, très difficile. Mais on va la résumer de la façon suivante. Qu'est-ce qu'on fait des déchets? Est-ce qu'on les met dans notre monde ou est-ce qu'on les met en dehors de notre monde? Ce qui est en dehors de notre monde, c'est l'immonde. Ce sont les choses immondes qu'on veut repousser. Par exemple, les déchets radioactifs, au début, on s'est dit, on ne peut pas les mettre chez nous, donc on va les mettre dans l'espace. Il a passé mettre ça dans des fusées et l'envoyer. Ensuite, on s'est dit, essayer de le mettre au fond des mers. Et là, on s'est rendu compte que progressivement, ça allait se dégrader et contaminer la mer. Ensuite, maintenant, on se dit, on va le mettre au fond de la Terre, à 500 mètres sous terre, dans la géologie, dans des géologies où c'est possible. Et là, on se heurte à un problème. C'est qu'au fond, on dit, par exemple, vous voyez, on parle quelquefois de cimetière de déchets. Quand on prend des déchets, par exemple un compost, là, on a trouvé un ordre. On a des déchets organiques, on arrive à les remettre dans le circuit et on voit que ça a du sens. Si tu parlais de la mort tout à l'heure, qu'est-ce qu'on fait des morts? On les met dans un cimetière. Qu'est-ce que c'est qu'un cimetière? Un cimetière, c'est un dortoir. Un dortoir où les morts sont rangés pour attendre l'éternité. Ce n'est pas des choses immondes, ce sont des cadavres, mais c'est un lieu, quelquefois c'est un lieu sacré, un campo santo, mais ça fait sens pour tout le monde. C'est tout à fait clair que c'est le lieu où on met les morts, et c'est dans une perspective où l'humain se déploie entre le ciel et la terre, et dans la perspective de la fin des temps. Donc là, vous voyez, c'est solide, c'est bien. Si je dis par exemple, les humains, on va les transformer en compost, comme je l'ai entendu récemment, et on va mettre ça dans les légumes pour faire un peu une bonne agriculture, eh bien ça n'a pas de sens. Et la question auquel se heurte aujourd'hui la question des déchets radioactifs, c'est qu'est-ce que ça veut dire que de mettre à 500 mètres sous terre, sous nos maisons, ces déchets radioactifs qui vont durer pour des millions d'années? Qu'est-ce que ça veut dire? Moi j'ai entendu des gens qui avaient accepté politiquement d'accueillir des déchets dans leur endroit, mais quand au moment où on a dit on va les mettre, on va faire un zonage, etc., tirer un peu la manche des gens qui étaient là pour aménager, pour leur dire est-ce que vous pourriez éviter de le mettre sous ma maison? Ce qui n'a, du point de vue des gens qui travaillent sur les risques, qui font des évaluations en longueur de journée, de la manière dont les radioéléments vont diffuser, passer dans le système, dans les aquifères, remonter dans quelques millions d'années, etc., blablabla, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens pour eux, mais pour nous, ça a du sens. Ça veut dire quel est le sens de cette affaire. Et voilà précisément une question auquel nous sommes confrontés quand nous construisons un territoire. À ce sujet, Gilles, je t'ai entendu dire plusieurs fois que ce thème du territoire était central, que celle de la vitalisation des territoires était centrale. Pourquoi? Alors, en quoi cette notion de territoire nous rejoint tous? En fait, on a parlé, jusqu'à présent, on a parlé d'écologie humaine,
Et la question qui se pose, c'est quel est le rapport finalement? Pourquoi? Quelle mouche nous pique d'organiser un séminaire aujourd'hui qui s'appelle Territoire vivant? Parce que finalement, le territoire, en fait, c'est là où la terre dont tu parlais, Philippe, l'homme, la nature, et particulièrement cette nature avec laquelle nous avons appris à travailler depuis 12 000 ans, ces espèces que nous avons apprivoisées, ces animaux, ces plantes, cette terre avec laquelle nous travaillons. En fait, le territoire, c'est le lieu où se construit cette coopération. C'est une œuvre ensemble. Le pape François parle de fraternité cosmique. En fait, c'est pas une idée, c'est quelque chose de très concret. Mais on a beaucoup trop de commentateurs du monde. On n'a plus assez d'acteurs dans le monde. Je veux dire, et c'est un peu le problème des politiques. Arrêtons d'être commentateurs du monde. Même s'il faut des temps comme aujourd'hui, on commente le monde. Mais si ces temps-là ne vous amènent pas à poser demain matin des actions concrètes, moi je dis baratin. Baratin. Le monde ne changera que si on est acteur de la vie bonne sur ça. Et c'est ce que je m'attache à faire aussi dans le groupe agricole. Moi, je dirige un groupe agricole qui a beaucoup accompagné l'industrialisation de l'agriculture. J'ai repris ça en 98. Donc, parfois, on se dit, il faut faire du neuf. C'est vrai, moi je trouve qu'il y a des super initiatives. On a des gens aux EDC qui font des échos à l'un ou l'autre et on les soutient à 200%, en disant, il faut surtout aller faire ce genre de choses. Par contre, il ne faut pas se mentir, il faut aussi transformer une partie des choses qui ont été industrialisées pour les rendre vibonnes sur ça. Et je travaille dans le secteur laitier, un secteur dans lequel la répartition de la valeur a été très très en défaveur des agriculteurs, qui vivaient à 500, 800 euros, là où des industriels laitiers ont fait des fortunes et sont multimilliardaires. Donc on avait vraiment ce déséquilibre. On aurait pu dire tout est foutu. Il y avait de quoi dire, hein, quand vous êtes face à Lactalis, Danone et Savencia, le déséquilibre est total. Même Bell, sur ça, on a réuni des agriculteurs de chez Bell. Et on a eu des leaders agriculteurs qui se sont levés. Moi, je les ai accompagnés sur le plan stratégique. Et on s'est dit, mais tout n'est pas foutu. On va se reprendre en main. Pourquoi on va se reprendre en main? Parce qu'on a des opportunités comme jamais. Les consommateurs veulent du non-OGM. Les consommateurs veulent, ils veulent du bas carbone, ils veulent de l'écologie, ils veulent du lait de pâturage. Finalement, tout ça, c'est détenu par les agriculteurs. C'est vos pratiques qui font que ça se fera ou ça ne se fera pas. Avant, quand Lactalis ou Sodial faisaient du lait sans lactose, ils ne demandaient rien aux agriculteurs. Et ils gardaient la marge pour eux. Mais là, ils sont obligés de demander aux agriculteurs d'être acteurs du territoire. Et là, on a créé un collectif, parce qu'il ne peut pas y avoir de territoire vivant sans collectif. C'est-à-dire que tout seul, vous êtes rien. Si vous ne créez pas un collectif, chez Bell, il y a 852 producteurs qui livrent pour Bell. On a réuni les 852 et on a dit il y a une organisation de producteurs. Et les leaders de ces 852 sont allés voir Fievé, le patron de Bell, en disant mais nous, on est prêts à changer. Mais il faut que notre revenu y change. Nous, on a envie de retrouver une fierté d'agriculteur. On a envie d'être fiers le week-end, quand beaucoup maintenant ont des frères et sœurs qui sont non agriculteurs, et on a envie d'être fiers d'une agriculture qui est écologiquement positive, on a envie d'être fiers de tout ça, mais on veut gagner notre vie. Et quand Bell se trouve face à un groupe uni à 850 et ils sont tous dans la même position, le patron de Bell dit mais je veux en faire une opportunité. Et en 18 mois, on a accompagné les 850 fermes à passer sans OGM. Elles sont passées en ferme, on est en train de les passer en ferme bas carbone, elles sont toutes passées en ferme pâturage, on a remis le pâturage, voilà. On est en train de travailler la vie du sol, on est en train de travailler la vie des plantes et la vie des animaux, et ces agriculteurs-là, augmentation du revenu en 18 mois, 35%. 35%. Donc ça veut dire que si vous pensez qu'il n'y a pas de fatalité, si vous identifiez les opportunités qui vous sont offertes, vous pouvez transformer le monde en positif. Et vous êtes tous dans des secteurs différents, mais vous avez tous autour de vous des opportunités. Vous avez tous autour de vous, nous on a eu 2-3 agriculteurs leaders, c'était nos pépites, enfin, c'était génial. Et eux, ils se disent, mais de toute façon, on ne va pas mourir sans se reprendre en main. Et donc ça veut dire que là où on pense qu'un modèle est fini,
il est possible qu'il y ait des cycles de vie nouveaux sur ça. Mais la question c'est, est-ce qu'on y croit vraiment? Est-ce qu'on y met toute notre âme? Parce que là, il faut y mettre toutes ses tripes. C'est plus un truc intellectuel. C'est-à-dire que quand vous plongez dans ces piscines-là, vous allez ouvrir des discussions avec un groupe comme Bell, la chose, elle n'est pas gagnée d'emblée. C'est une bataille, une discussion, c'est des négos qui s'enchaînent, et les gens, ils sortent avec une fierté retrouvée. Et pour moi, les territoires sont positifs, vivants, si on réveille la fierté de chaque personne qui est sur son territoire. Si on réveille la dignité de chaque personne. Donc c'est ça qui doit nous être amené à faire. Et je vous disais, maintenant, il faut y aller. Il faut plonger dans la piscine. Dans un monde qui ne pense plus, si vous pensez, vous allez être les personnes qui allaient éclairer le monde. Donc, mais vous ne pouvez pas devenir éclairant si vous ne vous laissez pas éclairer. Donc il y a un enjeu pour moi. On a tendance toujours à voir le fruit et on oublie que c'est un travail de fond. Donc il faut absolument se former et souvent on ne prend pas le temps. Alors je vous le dis à vous alors que vous arrêtez pour réfléchir, mais il y a plein de gens qui ne savent plus s'arrêter pour se former. Ou ils vont se former à des banalités et ils ne vont pas se dégager. Chez nous, on dit souvent dans le mouvement des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, ils ne vont pas s'arrêter 2 à 3 jours pour se former sur l'essentiel. Donc revenons aux fondamentaux. C'est ces fondamentaux-là qui vont nous permettre de construire des choses solides. Oui, je voudrais simplement dire, citer cette phrase de Pasteur qui dit, à propos de ce déclenchement dont parle Jean-Philippe Lajambe, « Le hasard ne favorise que les esprits préparés ». Voilà. C'est une phrase qui est bien connue pour les gens qui s'intéressent à ce qu'on appelle la sérendipité. La sérendipité, c'est l'art de chercher de trouver ce qu'on n'a pas cherché. Voilà. Et c'est un peu la situation dans laquelle nous sommes. Il faut trouver ce que nous cherchons, mais nous ne savons pas ce que nous avons trouvé. C'est ça la question qui est difficile. Alors, je voudrais juste dire qu'il y a quand même un certain nombre de facteurs qui font que, aujourd'hui, on ne trouve pas. Ce sont des visions, finalement, de l'homme, de l'humain, qui sont incompatibles avec le projet d'édifier un territoire vivant. Par exemple, je les énonce de la façon suivante. La population d'un territoire est un ensemble d'individus égoïstes. Ou par exemple, la vie humaine n'est que compétition pour survivre. L'homme est un loup pour l'homme. Seul le marché et l'État peuvent efficacement coordonner des humains. La population d'un territoire est une variable d'ajustement d'un système productif mondialisé, où le territoire est une pièce dans un système d'économie mondiale. Voilà des phrases, vous voyez, qui nous gênent un peu, qui nous bloquent, et nous devons les remettre en cause. Elles nous sont, au fond, elles font partie de notre culture ambiante, et c'est pour ça que, avec le courant pour une écologie humaine, nous avons, au bout de quelques années de réflexion, nous nous sommes dit comment ces fameux esprits préparés peuvent-ils se préparer? Eh bien, ils peuvent revoir leur anthropologie. Parce que cette anthropologie dont nous parlons, qui est celle que nous transmet la modernité, eh bien, elle est fausse, elle n'est pas fondée. Et d'ailleurs, nous avons fait dans le courant un travail ardu pour progressivement élaborer les termes de cette formation, et nous nous sommes rendus compte, en allant voir partout, dans les sciences, dans l'anthropologie, dans la philosophie, nous avons vu que, cette vision n'est pas conforme à l'histoire de l'humain. La confiance, par exemple, est un élément fondamental. Jamais une population humaine ne pourrait traiter des questions complexes si elle n'avait pas le ressort de la confiance. La possibilité de travailler ensemble. Depuis son début, l'humanité a une intelligence collective. Les mots qui nous servent à penser aujourd'hui ont été élaborés pendant des milliers d'années. En fait, tous ces concepts ont été élaborés et nous permettent aujourd'hui de penser. Et la relation entre le physique et le mental est tellement forte que si, par exemple, quelqu'un n'acquiert pas de langage, eh bien son corps ne se développe pas normalement. Donc, vous voyez, tout ceci est lié, comme dit je ne sais plus qui. Une autre manière de le dire, c'est que c'est complexe, c'est-à-dire tissé ensemble. Voilà. Alors, par rapport à ça, il y a un point très important dans cette question de remise en cause de cette anthropologie matérialiste, c'est nous réapproprier le bien commun. Les humains ne sont pas seulement des individus à la recherche de leur propre bien. Ils travaillent en permanence pour le bien de l'ensemble de la communauté. La communauté.
j'aime ce terme de commun, parce que commun, en fait, c'est un ensemble de personnes dont le principe de cohésion vient dans la volonté des gens de faire quelque chose ensemble. C'est bien une différence avec ce qu'on appelle le collectif qui vient du latin colligere, lié ensemble comme un fagot. C'est-à-dire le principe de la cohésion est extérieur. Donc nous cherchons bien les communs, et vous voyez, ça nous amène à progressivement repenser complètement notre rapport au politique. Le politique, c'est nous. Bien sûr, nous avons besoin, dans une démocratie, d'autorité. Et donc, on a besoin d'élus. Mais ces élus, sans nous, ne peuvent rien faire. C'est pour ça que nous sommes partis de l'idée du changement à hauteur d'homme. Parce qu'un élu qui est face au problème, s'il peut vraiment faire quelque chose pour un territoire sur des véritables questions, il a absolument besoin de rencontrer des gens comme vous. Mais pas des gens comme vous, isolément. Et c'est pour ça que, voilà, une des tâches, un des chantiers à accomplir, c'est que nous puissions nous relier par-delà nos spécialités pour construire ces territoires vivants. Moi, je pense qu'il y a quelque chose du domaine de la conversion qui est à opérer. Il y a une question qu'il faut se poser, et ça ne fait pas mourir d'y penser, c'est de se dire, à la fin de ma vie, qu'est-ce que j'aurais aimé avoir fait d'essentiel? Qu'est-ce que j'aurais aimé d'avoir fait d'essentiel? Je vous promets que ça ne fait pas mourir, mais ça vous aide à ordonnancer les choses dans le bon sens. Et là, vous allez vous rendre compte que vous passez beaucoup de temps sur l'important. Vous y mettez une petite touche d'essentiel, et que finalement, on passe peu de temps sur l'essentiel, alors que si on commence par l'essentiel, votre important, il est transfiguré par l'essentiel. Et si vous voulez voir le monde de la vie bonne, il faut jeter son manteau d'orgueil, il faut lâcher prise, et là, une méthode, c'est aller vous occuper de personnes fragiles en direct. Vous aurez des témoignages sur ça, mais le jour où vous rencontrez, moi je me suis occupé de l'insertion de prisonniers, quand vous en parlez comme des numéros, ça vous fait rien. Quand vous rencontrez la personne en direct, ça change votre vie. Parce que vous ne pouvez plus vous comporter. Et si vous faites rien pour lui, ça tourne dans votre tête et vous n'êtes pas à l'aise avec le truc. Et donc il faut retourner, y compris quand on est dirigeant, pour nous qui sommes dirigeants, c'est très dur. On est formaté à prévoir, à décider, à organiser, alors que c'est dans le lâcher-prise que se passe la solution. Je ne sais pas si c'est clair, mais... Gilles, tu peux compléter un peu peut-être? Oui, moi je rebondis sur cette question, se connecter. Enfin, il me semble qu'il y a deux questions. Il y a le cheminement personnel et le cheminement ensemble. Il faut un lieu pour se regrouper. Et c'est là qu'effectivement le territoire est probablement l'endroit où on peut faire jouer ces synergies. Mais avant, il y a un chemin personnel à construire. Ce que nous voyons, c'est que finalement, on va dire, les personnes qui progressivement veulent s'engager passent par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Elles ressentent un malaise, elles se sentent isolées parce qu'elles ne peuvent difficilement partager lorsqu'elles sont à la cafétéria de l'entreprise du CAC 40. Difficile de partager ses doutes sur le sens du travail et le sens de l'entreprise. Donc isolement, peur et désarroi. Désarroi qui est un terme militaire qui vient de désarrier. Une armée qui est désarriée, c'est une armée qui n'est pas en ordre de marche. Donc, finalement, il y a un travail personnel, d'ouverture. C'est là que des questions comme, effectivement, la prière, la méditation, tout ce qui peut nous permettre de réorganiser notre intelligence, comme le dit saint Paul d'ailleurs. C'est-à-dire pour pouvoir attraper autrement les questions qui sont là, qui aujourd'hui nous les voyons de manière fermée, nous les voyons dans la crainte. Il faut sortir de cette logique pour construire ce monde qui vient. Sortir de cette époque fermée dont nous voyons le soir aujourd'hui, le soir de la modernité, sortir de cette surdétermination, de ce sentiment que nous sommes pris dans un mouvement, par exemple, de modernisation malgré nous, si je puis dire, à travers des techniques qui nous sont à chaque fois imposées, où l'humain, d'une certaine manière, serait la variable d'adaptation du système. Non, reprendre la main pour construire un développement humain intégral. Un dernier point, c'est aussi assumer votre identité. Soyez vraiment qui vous êtes. Assumer son identité rend libre.
Moi, je suis dirigeant chrétien, c'est connu, ça me donne une grande liberté de pouvoir poser des paroles comme je le fais ce matin et comme je le fais à plein d'endroits. Donc, reprenez votre liberté. Ça n'empêche pas que ça soit équilibré de l'altérité dont Jean-Philippe évoquait tout à l'heure, en disant, mais bien sûr que je vais aller voir mon voisin, qui est différent. Assumer son identité, c'est pas sombrer dans l'intégrisme. Assumer son identité, c'est être pleinement soi-même pour aller rencontrer l'autre dans l'altérité. Et bien sûr qu'il faut aller rencontrer le territoire, c'est des gens qui vont avoir des identités différentes. Et donc, dans notre identité, assumer, cultiver, former, on doit aller rencontrer l'autre dans l'altérité, que ce soit le plus fragile, le plus riche, toutes les personnes. Le voisin, bien sûr, on est hyper connecté, plein de gens ne rencontrent pas leur voisin. Enfin, donc, reprenons, moi j'ai été formaté au bon sens paysan. Donc il y a un moment, on sait faire des choses hyper complexes. Voilà, on est capable de réfléchir à résoudre des équations à 3, 4 inconnus. On ne sait pas poser des gestes simples. La vie bonne, c'est des choses simples. Donc, pratiquer des choses simples de bon sens. Justement, quand on reprend la question de l'essentiel et de l'important, on a beaucoup moins peur d'oser entreprendre. Et c'est quand même terrible d'arriver à la fin de sa vie et d'être rempli de remords et de se dire j'ai pas osé. J'ai pas osé parce qu'on se fait le film qu'on doit avoir tant de dizaines de milliers d'euros, de centaines de milliers d'euros, parce que peut-être que nos enfants vont faire une école de commerce, parce que, et puis qu'il va falloir aussi qu'on ait la maison à la mer, mais aussi l'appart à la montagne, mais aussi peut-être un immeuble, parce qu'il faudrait que mes enfants, ils en aient quand même un appartement chacun. C'est la réalité du monde dans lequel on est. On est dans cette réalité. Est-ce qu'on lâche prise de nos euros ? Est-ce qu'on lâche prise de nos euros ? Et on aura cette vie bonne, et on aura cette vie au centuple. Et moi, le fait que je pense que cet exemple-là, mais le fait que ça m'a décapé, le fait de reprendre cette librairie, ça m'a fait un bien fou. Ces euros que j'ai lâchés, c'est quasiment une liberté retrouvée. Il faut aller dans cette oser entreprendre, voilà, parce que l'argent n'est qu'une finalité. Alors, quand on gère un groupe avec pas loin d'une centaine de millions d'euros, bien sûr qu'on va gérer, on va avoir un contrôle de gestion, on ne fait pas n'importe quoi. Mais il faut absolument, moi j'essaie de révéler à chaque collaborateur son esprit d'entreprendre. Et entreprenant. Mais aujourd'hui, on est dans un monde, dès que vous faites une erreur, on vous tombe dessus. Alors que entreprendre, c'est oser, c'est de l'apprentissage, c'est oser faire des erreurs, c'est rebondir, est-ce qu'on a envie de retrouver notre liberté ? Est-ce qu'on a envie d'avoir à la fin de la vie réalisé notre vocation ? Ce pourquoi on a été appelé sur Terre. Est-ce qu'on a envie de ça ? Et est-ce qu'on a envie, est-ce qu'on est prêt à accepter ? Parce que souvent, on veut bien ouvrir la porte à 10%. Mais pas beaucoup plus. Allez, 20% les bonnes journées. 30%. Est-ce qu'on est prêt à ouvrir la porte à 100%? Oui, c'est un tiraillement. On est repris de temps en temps par ce combat. C'est jamais acquis, c'est toujours à refaçonner. Mais c'est bien ça qui nous est... Et je vous promets que quand on bascule dans le complètement, ça embarque autour de vous. C'est la notion que je donne au leader, qui n'est pas le gourou charismatique, mais c'est celui qui ose sortir du rang pour dire je le fais. Voilà. Et si moi je bouge, ben les autres se disent mais peut-être que je peux bouger.